Bonjour, aujourd'hui c'est le cours du lundi 23 que je suis en train d'enregistrer. Euh, donc pour les STL, on va travailler sur la technique du résumé, on continue, vous connaissez la méthode. On va faire un exemple sur un extrait du supplément au voyage de Bougainville de Denis Diderot, un texte de la fin du XVIIIe siècle, donc siècle des Lumières, qui reprend cette idée de rencontre entre deux civilisations. Cette fois, il ne s'agit pas des peuples du Brésil comme chez Montaigne, mais de Tahitiens. Et comme chez Montaigne, il y a l'idée que la rencontre de ces deux civilisations, l'arrivée des Européens à Tahiti, est la cause de la perte des Tahitiens et la civilisation telle que l'entendent les Européens n'est pas une source de bénédiction, une source de progrès, mais plutôt une malédiction. Donc, nous allons étudier le texte ensemble. Je vous le mettrai évidemment en pièce jointe. Je vais faire l'explication puisque je vous rappelle, la première des choses à faire, c'est de bien comprendre le texte. Et une bonne lecture, c'est une lecture répétée 2, 3, 4 fois s'il le faut. Vous allez voir qu'en relisant, peut-être qu'il y a des choses qui vont vous paraître plus simples, surtout pour ceux qui ont des soucis de compréhension. Donc il faut vraiment faire cet effort de lire plusieurs fois si c'est nécessaire. Là, je vous aide puisque je vous fais l'explication du texte. Regardez la vidéo plusieurs fois s'il le faut. Le sous-titre de ce supplément au voyage de Bougainville est intéressant, ou dialogue entre A et B sur l'inconvénient d'attacher des idées morales à certaines actions physiques qui n'en comportent pas. Donc évidemment, ça oriente le sens de ce passage. On est dans un dialogue à visée philosophique qu'on trouve souvent chez Diderot. Diderot aime bien faire des dialogues au lieu de faire des traités très philosophiques. Le paradoxe du comédien, pardon, est aussi un dialogue. Donc, au lieu de d'écrire un texte qui soit un essai, on va avoir un dialogue entre deux personnes, ce qui permet de confronter, on va dire, deux thèses. Et donc, là, on voit bien que le message de Diderot, c'est l'inconvénient d'attacher des idées morales à certaines actions physiques qui n'en comportent pas, c'est-à-dire de juger comme bien ou mal. Je vous rappelle que c'est soit ça la morale, hein, c'est un terme important qui peut revenir dans vos sujets. Qu'est-ce qui est considéré comme bien, qu'est-ce qui est considéré comme mal, donc les valeurs d'une société. Et donc, Diderot dénonce le fait que les Européens vont considérer comme bien ou mal des actions physiques qui en soi sont neutres. Et dans le passage qui suit, vous allez voir que cela va concerner essentiellement la sexualité. C'est d'ailleurs le plus gros du message du voyage, du supplément au voyage de Bougainville. Voilà, vous avez le lien vers l'e-book ensuite si vous voulez lire le texte en entier qui n'est pas très très long. Donc c'est tout à fait une lecture possible. Pour resituer l'histoire, vous avez donc un dialogue entre deux personnages, peu importe qui ils sont, hein, le fait de dire A et B montre bien que c'est juste des entités, des personnes qui discutent, on se fiche un petit peu de la personnalité de l'un ou de l'autre, c'est juste un dialogue entre philosophes sur un débat. Est-ce que ici, notamment la sexualité et puis il y a aussi le mariage sont des choses qui sont bonnes ou mauvaises. Et donc, le début est un dialogue et le passage qu'on va voir, c'est un discours rapporté d'un chef tahitien rencontré par le voyageur Bougainville lors de son expédition. Et ce chef tahitien va prononcer un discours. Donc, vous êtes finalement un petit peu dans la même situation d'énonciation que le texte que vous aviez pour le bac blanc. C'est un discours, donc à la première personne, avec un destinataire auquel on s'adresse. Ici, celui qui parle, l'émetteur, c'est le tahitien, le vieux tahitien, le chef, qui s'adresse aussi bien à Bougainville que à ses sujets.
Et celui à qui il s'adresse, c'est surtout Bougainville, mais aussi les Tahitiens qui lui obéissent. Donc je vous rappelle que pour la contraction de texte, vous devez respecter le système d'énonciation et garder les mêmes personnes, les mêmes temps, etc. Tu n'es pas esclave, il s'adresse à Bougainville. Tu souffrirais plutôt la mort que de l'être. Tu supporterais plutôt la mort que de l'être. Si vous n'avez toujours pas compris que souffrir, dans la plupart des textes que vous allez voir, c'est supporter, ce serait bien maintenant de le savoir. Un texte classique du XVIIIe siècle, même le XIXe siècle, on a très souvent ce sens de souffrir égale supporter. Tu ne supporterais plutôt la mort que de l'être, que d'être esclave. Et tu veux nous asservir? Tu crois donc que le Tahitien, ne sait pas défendre sa liberté et mourir? Question oratoire qui attend évidemment une réponse non. Celui dont tu veux t'emparer comme de la brute, l'Otahitien est ton frère. Vous êtes deux enfants de la nature. Quel droit as-tu sur lui qu'il n'ait pas sur toi? Donc une idée, vous voyez que c'est un texte qui illustre la philosophie des Lumières. Et dans la philosophie des Lumières, il y a l'idée que tous les hommes sont égaux. Et notamment ici, par nature, hein. Par nature, les hommes sont égaux. Ils sont deux enfants de la nature. Donc, ce discours un peu véhément montre combien il est normal de refuser l'esclavage, puisque l'Européen lui-même ne supporterait pas d'être en esclavage. Donc les Européens et les Tahitiens sont égaux, égaux par la nature. Il est normal qu'ils ne supportent pas l'esclavage. Tu es venu, nous sommes-nous jetés sur ta personne? Avons-nous pillé ton vaisseau? T'avons-nous saisi et exposé aux flèches de nos ennemis? T'avons-nous associé dans nos champs au travail de nos animaux? Nous avons respecté notre image en toi. Accumulation de questions oratoires qui attendent toutes évidemment une réponse. Non, les Tahitiens ne se sont pas comportés comme des sauvages envers les Européens. Ils les ont respectés, ils ne les ont pas traités comme des animaux, hein. T'avons-nous associés dans nos champs au travail de nos animaux? Ils ne les ont pas traités comme des esclaves ni comme des animaux. Ils les ont respectés en tant qu'êtres humains. Nous avons respecté notre image en toi. Donc, idée d'égalité, les Tahitiens ont respecté les Européens parce que ce sont des hommes. Il y a aussi cet idéal humaniste. Laisse-nous nos mœurs. Elles sont plus sages et plus honnêtes que les tiennes. On rappelle que les mœurs, ce sont les coutumes, les façons de vivre. Là, pour le coup, pas d'égalité. Le Tahitien considère que les mœurs tahitiennes, c'est-à-dire la façon de vivre des Tahitiens, est plus sage et plus honnête. Nous ne voulons point troquer, échanger, ce que tu appelles notre ignorance contre tes inutiles lumières. Lumière, siècle des Lumières, donc c'est la connaissance, hein, vous vous rappelez. Donc, remise en cause de la supériorité de la civilisation, de la connaissance européenne sur le mode de vie des Tahitiens qui serait qualifié d'ignorant par les Européens. Tout cela est remis en cause. Évidemment que si vous lisez le reste du dialogue, vous voyez que Diderot adhère au discours du Tahitien. Quand on a un discours comme ça, il faut toujours se poser la question, est-ce que ce personnage porte la voix de l'auteur ou pas? Ici, on voit bien qu'il porte la voix de l'auteur. Sommes-nous dignes? Pardon. Tout ce qui nous est nécessaire et bon, nous le possédons. Sommes-nous dignes de mépris parce que nous n'avons pas su nous faire des besoins superflus? Donc cette simplicité des Tahitiens qui est assimilée à de l'ignorance par les Européens, pour le vieux Tahitien, c'est juste le signe que ce peuple est capable de se contenter de peu, qu'il n'a pas créé des besoins superflus, c'est-à-dire inutiles. Alors qu'est-ce qu'il dirait quand il nous voyait aujourd'hui avec nos ordinateurs, nos téléphones portables, nos supermarchés qui regorgent de différents produits, de plein de marques pour un même produit, etc. Donc là, on a atteint des sommets qui évidemment sont à l'origine de la crise écologique que nous vivons aujourd'hui. Il y a un message un peu écologique aussi dans ce texte du XVIIIe siècle. Lorsque nous avons faim, nous avons de quoi manger. Lorsque nous avons froid, nous avons de quoi nous vêtir. Donc les besoins primaires
Vous connaissez peut-être la pyramide de, je sais plus comment c'est, Maslow ou quelque chose comme ça, avec les besoins primaires, les besoins sociaux, les besoins spirituels, enfin une hiérarchie de besoins. Et si on n'a pas les besoins de base qui sont satisfaits, évidemment, on ne peut pas satisfaire les suivants. Donc les Tahitiens, finalement, euh, ont leurs besoins de base qui sont satisfaits pour eux. Tu es entré dans nos cabanes. Qui manque-t-il à ton avis? Ils ont besoin de rien, ils ont tout ce qu'il leur faut pour vivre. Poursuis jusqu'où tu voudras ce que tu appelles commodité de la vie. Donc tout ce qu'on pourrait appeler notre confort à nous, hein, qui passe aujourd'hui par la technologie, mais bon, il y avait déjà beaucoup d'inventions à l'époque de Diderot, au XVIIIe siècle. Mais permet à des êtres sensés de s'arrêter lorsqu'ils n'auraient à obtenir de la continuité de leurs pénibles efforts que des biens imaginaires. Donc, sensés, hein, les Tahitiens sont du côté de la sagesse, alors que les Européens, sous-entendus, sont du côté de la folie. Ils veulent acquérir des biens imaginaires, des biens inutiles, au prix de pénibles efforts, c'est-à-dire que le prix à payer de ce confort qui est considéré comme superflu par les Tahitiens est un travail pénible. Si tu nous persuades de franchir l'étroite limite du besoin, donc aller au-delà de ce qui est strictement nécessaire, quand finirons-nous de travailler? Quand jouirons-nous? Donc, nous avons rendu la somme de nos fatigues annuelles et journalières la moindre qu'il était possible, parce que rien ne nous paraît préférable au repos. Les Tahitiens se contentent de peu pour ne pas avoir à travailler plus que nécessaire, à s'abrutir au travail. Le repos, la tranquillité est préférable à tout le reste. Va dans ta contrée, ton pays, t'agiter, te tourmenter tant que tu voudras. Laisse-nous reposer. Vous voyez les antithèses, agiter, tourmenter, reposer. Ne nous entête ni de tes besoins factices, c'est-à-dire qui sont créés, qui sont artificiels, ni de tes vertus chimériques. Et là, ça va être un autre point qui est celui de la morale, qui est considérée comme chimérique, c'est-à-dire totalement imaginaire, totalement sans fondement réel pour le Tahitien. Donc, les Tahitiens veulent continuer à vivre tels qu'ils sont, parce qu'ils ont ils placent le repos, la tranquillité, le fait de jouir de la vie euh, au-dessus de tout le reste. Et tout ce qui est, comment dire, objet non nécessaire est considéré comme factice, inutile. Regarde ces hommes. Donc vous voyez que j'ai mis des couleurs pour distinguer les différentes parties, puisque je vous rappelle que pour un résumé, la première des choses qu'il faut faire, c'est distinguer les différentes parties et les résumer ou faire un titre par partie. Ne faites pas votre résumé à partir du texte, faites votre résumé à partir du plan. Le plan, vous voyez, je l'ai mis sur la gauche dans les encadrés, hein. Donc vous pouvez évidemment vous aider de cela. Le résumé, il est quasiment fait avec ce que j'ai mis ici, mais c'est encore une fois pour vous entraîner. Donc je vous demanderai quand même de l'écrire en reprenant cette vidéo et les encadrés qui constituent le plan. Donc vous faites votre résumé à partir du plan, ce qui veut dire délimiter des parties. Regarde ces hommes, vois comme ils sont droits, sains et robustes. Regarde ces femmes, vois comme elles sont droites, saines, fraîches et belles. Prends cet arc, c'est le mien. Appelle à ton aide un, deux, trois, quatre de tes camarades et tâchez de le tendre. Je le tends moi seul. Je laboure la terre, je grimpe la montagne, je perce la forêt, je parcours une lieue de la plaine en moins d'une heure. Tes jeunes compagnons ont eu peine à me suivre, et j'ai 90 ans passés. Donc là, nouvelle idée. Les Tahitiens, ce qui montre la supériorité de leur mode de vie, sont bien plus robustes, bien plus forts, bien plus endurants que les Européens. Vous avez du vocabulaire très amélioratif, droit, sain, robuste, hein, qui est répété pour les hommes et les femmes. Cette idée de l'arc peut nous faire penser, si vous avez un petit peu de culture, à Ulysse qui est le seul à pouvoir tendre son arc et qui tue tous les prétendants à la fin, parce que personne n'est capable de le tendre comme lui, hein. Donc vous avez une accumulation d'actions, de verbes d'action qui montrent
toute la vivacité du tahitien. C'est-à-dire que toute cette accumulation, vous n'allez pas la noter, vous allez résumer, voilà, en montrant que tout cela montre que le tahitien est plus fort, plus robuste, capable de faire énormément de choses par rapport à l'européen. Nouvelle idée. Malheur à cette île. Malheur aux Tahitiens présents et à tous les Tahitiens pour Tahitiens, à venir du jour où tu nous as visités. Idée que la visite, la conquête, enfin c'est pas encore une conquête, mais en tout cas l'arrivée des Européens à Tahiti est en fait un sujet de malheur, va apporter leur perte. Ce qui est dit, je vous le rappelle, dans Montaigne, dans le chapitre des coches, hein, bien pensais-je que leur ruine a été très avancée par notre visite. C'est peu ou prou ce que dit Montaigne sur les Brésiliens. Et donc pourquoi malheur? Eh bien, les Européens ont apporté des maladies, notamment des maladies sexuellement transmissibles. On rappelle que 18e, 19e, c'est le libertinage, n'est-ce pas? Et que la syphilis notamment fait rage, donc je ne sais pas à quelle maladie il fait référence, mais ça peut être tout à fait cette maladie-là. Il y a la syphilis, il y a la vérole, enfin bref, il y a plein de choses qui sont transmises sexuellement. Malheureusement, les MST ne datent pas d'aujourd'hui. Nous ne connaissions qu'une maladie, celle à laquelle l'homme, l'animal et la plante ont été condamnés, la vieillesse. Et tu nous en as apporté une autre. Donc, jusqu'à l'arrivée des Européens, les hommes ne mouraient que de vieillesse et pas de maladie. Tu as infecté notre sang. Il nous faudra peut-être exterminer de nos propres mains nos filles, nos femmes, nos enfants, ceux qui ont approché tes femmes, celles qui ont approché tes hommes. Nos champs seront trempés du sang impur qui a passé de tes veines dans les nôtres, ou nos enfants condamnés à nourrir et à perpétuer le mal que tu as donné aux pères et aux mères et qu'ils transmettront à jamais à leurs descendants. Donc en plus, maladies qui sont peut-être transmises de génération en génération. Malheureux, tu seras coupable ou des ravages qui suivront les funestes caresses des tiens, ou des meurtres que nous commettrons pour en arrêter le poison. Donc finalement, l'Européen est accusé d'être responsable de, de la mort des personnes qui vont mourir de ces maladies, ou bien de la mort de ceux que les Tahitiens se sentiront obligés de tuer pour éviter la propagation de l'épidémie. Tu parles de crime. As-tu l'idée d'un plus grand crime que le tien? Donc évidemment, les Européens ont apporté leur morale, notamment avec la religion. Dans la deuxième partie, il s'agit d'un dialogue entre Oru, un Tahitien, et l'aumônier, hein. L'homme en noir, c'est l'aumônier parce qu'il porte une soutane, une grande robe de prêtre noir. Et donc, euh, la religion va apporter l'idée de crime, de propriété aussi. C'est une idée qui est reprise aussi chez Rousseau, l'idée que la propriété euh, n'est pas en fait une idée, comment dire, qui apporte le bonheur, mais c'est plutôt le début du malheur de l'humanité. Quel est chez toi le châtiment de celui qui tue son voisin? La mort par le fer. Quel est chez toi le châtiment du lâche qui l'empoisonne? La mort par le feu. Le bûcher, voilà. Je ne sais pas par le fer à quelle mort ça réfère, peut-être la guillotine. Compare ton forfait à ce dernier, ton forfait c'est ton crime, et dis-nous, empoisonneur de nations, le supplice que tu mérites. Évidemment, tout cela, ce sont des questions oratoires, hein. Si l'Européen est coupable d'avoir empoisonné et donc causé la mort, non pas d'une personne, mais d'un peuple entier, alors il mérite lui aussi la mort selon son échelle de sanction, puisque le crime est puni chez les Européens par la peine de mort. Donc, nouvelle idée, là j'arrive au passage en bleu. Il n'y a qu'un moment, la jeune Hautaïtienne s'abandonnait avec transport aux embrassements du jeune Hautaïtien. Le transport, c'est le plaisir sexuel notamment. Voilà. Elle attendait avec impatience que sa mère, autorisée par l'âge nubile, l'âge où on devient, comment dire, presque sexuellement majeur, si vous voulez, releva son voile et mit sa gorge à nu. Les
tahitiennes, c'est expliqué avant, tant que, elles ne sont pas nubiles, c'est-à-dire autorisées à avoir des relations sexuelles par leur âge, portent un voile et ont la poitrine couverte. Et puis ensuite, le mot gorge, hein, c'est un euphémisme souvent employé pour désigner les seins ou la poitrine. Et donc, une fois que on considère que c'est bon, elles sont sexuellement majeures, si vous voulez, on relève ce voile et on les autorise à être seins nus. L'idée du crime, vous voyez, il y a trois petits points entre crochets, c'est-à-dire que j'ai sauté un petit passage. Il fallait que j'arrive à 1000 mots. L'idée du crime et le péril, c'est-à-dire le danger de la maladie, sont entrés avec toi parmi nous. Avant, il n'y avait ni idée de crime, ni de peur de la maladie. Nos jouissances, autrefois si douces, donc évidemment les plaisirs sexuels, sont accompagnés de remords et d'effroi. Le remords parce que l'aumônier a laissé penser que la sexualité est quelque chose de mal, et l'effroi, ben, la peur de la maladie. Cet homme noir, donc l'aumônier, le prêtre, qui est près de toi, qui m'écoute, a parlé à nos garçons. Je ne sais ce qu'il a dit à nos filles, mais nos garçons hésitent, mais nos filles rougissent. Alors qu'avant, ben, il s'adonnait au plaisir de la sexualité de façon totalement innocente, sans y voir de mal. Enfonce-toi si tu veux dans la forêt obscure avec la compagne perverse de tes plaisirs, mais accorde au bon et simple Tahitien de se reproduire sans honte à la face du ciel et au grand jour. L'Européen peut, s'il le veut, voir du mal à la sexualité et la pratiquer en secret, et voilà. Mais les Tahitiens, eux, n'y voient pas de mal, n'y voient pas de honte, et donc ils ne la cachent pas. Quel sentiment plus honnête et plus grand pourrais-tu mettre à la place de celui que nous leur avons inspiré et qui les anime? Ils pensent que le moment d'enrichir la nation et la famille d'un nouveau citoyen est venu, et ils s'en glorifient. Ils mangent pour vivre et pour croître, pour augmenter le nombre d'habitants du peuple. Ils croissent pour multiplier, ils n'y trouvent ni vice ni honte. Donc, les jeunes Tahitiens, tels qu'ils étaient élevés dans une forme d'innocence, qui rappelle un petit peu, si vous avez lu la Genèse, vous savez qu'Adam et Ève se promenaient nus dans le jardin d'Éden, ils n'y voyaient pas de mal, et à partir du moment où ils mangent le fruit défendu, le fruit de la connaissance, ils se rendent compte qu'ils sont nus, ils commencent à en avoir honte et ils se fabriquent des vêtements. Donc voilà, cette idée qu'il y a une forme d'innocence première et que la civilisation, la connaissance, vient gâcher cette innocence et apporter un sentiment de honte qui n'est pas une bonne chose selon Diderot, hein. Écoute la suite de tes forfaits, de tes crimes. À peine t'es-tu montré parmi eux, parmi les Tahitiens, les jeunes, qu'ils sont devenus voleurs. Voleurs parce que, non pas parce qu'ils ont volé, ça, ils pensaient faire du mal, mais parce que les Tahitiens, ne connaissant pas la propriété, ils ont pris des choses qui appartenaient aux Européens sans penser à mal, puisque eux partageaient tous leurs biens, mais pour les Européens, c'était du vol. À peine es-tu descendu dans notre terre, ils sont venus en bateau, qu'elle a fumé de sang, donc il y a eu des crimes. Cet hôte haïtien qui courut à ta rencontre, qui t'accueillit, qui te reçut en criant Taillot, ami, ami, vous l'avez tué. Et pourquoi l'avez-vous tué? Parce qu'il avait été séduit par l'éclat de tes petits œufs de serpent. Bon, je ne sais pas si c'est vraiment des œufs de serpent ou pas, enfin bref. Il te donnait ses fruits. Il t'offrait sa femme et sa fille. Il te cédait sa cabane. Donc le Tahitien lui a tout donné. Et tu l'as tué pour une poignée de ses grains qu'il avait pris sans te les demander. Parce que l'Européen, lui, considère que les choses sont à lui et qu'il y a donc une propriété. Rousseau date de la propriété, le début justement du crime, et surtout des inégalités entre les hommes. Ce serait pour lui le début de tous nos soucis, c'est tout ce qui a créé l'inégalité parmi les hommes. Au bruit de ton arme meurtrière, la terreur s'est emparée de lui. Et oui, ils avaient des fusils, les Européens, ce que n'avaient pas les Tahitiens. Un peu comme ce qui est dit chez Montaigne de la rencontre entre les Brésiliens et les Espagnols. Et il s'est enfui dans la montagne. Mais tu crois qu'il n'aurait pas tardé d'en descendre? Crois qu'en un instant, sans moi, vous périssiez tous. Donc, le Tahitien qui a été agressé est allé appeler au secours d'autres Tahitiens et il a été arrêté dans sa volonté euh, de se venger
par le vieux qui les a arrêtés. Et pourquoi les ai-je apaisés? Pourquoi les ai-je contenus? Retenus, hein, de tuer en retour. Pourquoi les contiens-je encore dans ce moment? Question oratoire. Je l'ignore, car tu ne mérites aucun sentiment de pitié, car tu as une âme féroce qui ne l'éprouva jamais. Donc je l'ignore certes, mais le Tahitien est en train de montrer qu'il a plus de pitié, qu'il a plus d'humanité finalement que Bougainville et ses hommes qui eux n'ont eu aucune pitié pour les Tahitiens, n'ont pas hésité à tuer des innocents qui ne pensaient pas faire mal. Et donc il y a cette idée que la morale, que les valeurs, que par exemple l'idée de vol, donc quelque chose de mal, est introduit par la notion de propriété qui est inconnue aux Tahitiens et qui donc ne peuvent pas voler puisqu'ils ne connaissent pas cette notion de propriété. Voilà, donc vous avez une explication de ce texte. Je vous demande d'en faire un résumé à 250 mots, puisque ce texte fait à peu près 1000 mots, comme un texte de baccalauréat. Et nous travaillerons sur l'essai à la prochaine séance.